Bonjour et bienvenue à notre balado sur le pouce carré. Je suis Anne-Marie Fortin. Et moi, c'est Rose Carrière-Daigneault. On vous retrouve aujourd'hui pour notre balado en mode estival avec la thématique de l'été. Alors, on a décidé de commencer l'été avec la thématique de l'été, mais on a décidé de faire ce nouveau balado-là un petit peu différemment de nos balados qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on va être davantage dans la discussion, l'échange. On a le goût, Rose et moi, avec vous autres aujourd'hui, de parler d'été, de lecture d'été, de la présence de la lecture pendant l'été. Alors, on essaye cette formule-là, un peu moins dirigée, peut-être que les autres balados qu'on a fait, mais plus en échange, en conversation. Puis on espère que ça va vous faire aussi penser à vos lectures que vous allez vouloir faire durant l'été, puis comment vous allez inclure la lecture dans votre période estivale. Alors, c'est un peu les objectifs qu'on a avec vous aujourd'hui. Alors, des livres qui parlent de l'été. Oui. Rose, est-ce que tu lis pendant l'été? Bien, absolument. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que tu lis, toi, pendant l'été? Moi, je lis beaucoup de romances pendant l'été. J'aime beaucoup ça. Ça me détend. Je trouve que c'est des lectures qui se font un peu sans trop avoir à réfléchir. On peut un peu... même les livres là, dont on sait comment la fin va être. On dirait que, je sais pas, c'est réconfortant. Ça fait du bien de lire ça, puis de pas justement avoir à trop réfléchir. Quoique j'aime beaucoup les romans qui viennent nous chercher intellectuellement, ou est-ce qu'on doit peut-être même des romans d'enquête. J'aime beaucoup lire ça aussi. Ou est-ce qu'à la fin nous surprend, puis on doit un peu aller chercher des petits indices. J'aime beaucoup Guillaume Musso, entre autres. Il fait souvent partie de mes lectures d'été. Mais c'est ça, des romans qui me font du bien, que je lis pour moi. Ah, ben oui, c'est ça. Ben, j'allais dire, moi, pendant l'été, je lis des livres pour adultes. Ben oui! On passe notre année à lire des livres jeunesse, que ce soit des albums, des bandes dessinées, des romans, plein de romans pour ados. J'aime vraiment beaucoup les romans pour ados, là, je dois dire ça. J'aime les albums, évidemment, les bandes dessinées aussi, mais je me fais toujours au fil de l'année une pile qui est ma pile d'été. Puis j'ai pas le droit d'y toucher avant la fin de l'école. Ah, ça prend beaucoup de discipline, ça. Ça prend de la discipline, mais ça fait en sorte que quand arrive l'été, j'ai envie de lire. Ben oui. Parce qu'on lit tellement pendant l'année que ça serait normal aussi à un moment donné de dire « Hey là, moi ça c'est ma job, toute l'année je lis, puis rendu à l'été, je prends une pause. Mais il y a tellement de livres. Ben oui. Je peux pas prendre une pause de lecture. Ben non, c'est un passe-temps, là, c'est le fun. Tu as bien raison, c'est un passe-temps, c'est aussi, comme tu dis, hein, ça nous sollicite au point de vue intellectuel. Moi, j'ai ma pile d'été qui sont des livres pour adultes, mais là-dedans, je vais avoir souvent des polars, comme tu disais. Donc oui, des histoires souvent sombres. J'aime beaucoup les histoires sombres. J'avoue que moi aussi, la romance, ça me plaît beaucoup, là, des lectures des fois un petit peu plus simples. Et vers la fin du balado, on se parlera de nos objectifs précis, là, plus spécifiquement de lecture pour l'été. Mais on va commencer en parlant, en fait, des différents visages que peut prendre cette thématique-là. Oui. Donc, une des premières choses à laquelle on a pensé, c'est des livres qui parlent d'été. Puis moi, quand on dit livres qui parlent d'été, je vous ai dit jusqu'à date que j'aimais beaucoup les livres pour ados, ben je pense aux premières jobs. Oui. Les premiers emplois d'été. C'est comme le symbole d'une liberté, mais en même temps d'une contrainte. Ouais. Parce que tu travailles, pendant que des fois tes amis ne travaillent pas, mais toi tu travailles. Puis, alors, pour donner quelques exemples là, de livres qui parlent de l'été et qui parlent des emplois d'été, j'ai lu récemment aux éditions Boomerang de Sandra Virili le livre L'été d'Alex. Ah, c'est bon ça. C'est bon, hein? Oui. Puis les couvertures sont tellement belles, très graphiques. Il n'y a pas de personnages, c'est des éléments qu'on retrouve dans l'histoire, des aliments même, je devrais dire. Parce que Alex fait partie d'un club de génie en herbe. Et il y a un voyage qui est planifié pour l'année suivante et pour acquérir un peu d'argent, bien, elle va aller travailler sur une ferme et habiter chez sa grand-mère. Donc, sa grand-mère habite en périphérie de la grande ville. Ses voisins cherchent des employés et elle va se retrouver à travailler sur une ferme. Ça veut dire cueillir et ça veut dire tenir le kiosque de vente. Ça veut dire aussi des fois faire des confitures, des marinades. Puis bien sûr, bien, c'est un prétexte pour rencontrer toutes sortes de personnages. Le beau gars, la fille chiante, entre guillemets, donc celle qui n'est pas trop sympathique, qui va être sa rivale amoureuse. Il y aura donc aussi là, des nouvelles amitiés qui vont se créer.
Puis, c'est une série de romans. Moi, j'ai lu, il y en a 2 qui sont parus jusqu'à maintenant. Si je ne me trompe pas, j'ai lu les 2 premiers. J'attends de lire la suite, c'est certain, parce que je me suis attachée au personnage. C'est la responsabilité aussi qui est beaucoup mise de l'avant. Oui, Donc, être un employé ou une employée qui est responsable, qui est très valorisé. Puis évidemment, dans des espèces de sagas comme ça qui se passent sur plusieurs mois, il y a des drames, il y a des beaux moments, il y a des moments de rire et il y a toujours des feux de camp. Eh bien sûr! Ça, c'est certain. Donc moi, ça serait vraiment ma première recommandation là, en lecture d'emploi d'été publiée récemment. Puis, avec un style un peu différent, où on va sombrer un petit peu plus dans le roman... je dirais, d'horreur ou mystique même. Il y a un roman qui est paru aux éditions Fides qui s'appelle La malédiction des 3 têtes de Geneviève Biguet, qui est un roman qui se passe dans un musée style cabinet de curiosité. OK. Alors, la jeune fille, sa famille est propriétaire du musée. Ce sont 3 familles qui sont propriétaires d'un même musée parce que leurs ancêtres étaient des explorateurs qui ont glané au travers du monde des objets qui font partie de ce musée qui est un peu comme un cabinet de curiosité. Et chaque année, ils se relaient pour s'occuper du musée. Cette année-là, ce n'est pas le tour de notre héroïne d'aller s'occuper du musée, mais puisqu'elle a fait un accident dans le musée l'année d'avant, qu'elle a brisé des choses, elle est obligée d'y aller. Et elle doit travailler là tout l'été pour rembourser la dette, entre guillemets. Eh bien, arrivent des manifestations surnaturelles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, on se demande un peu... Est-ce que vraiment ça va être des manifestations surnaturelles ou si c'est son imagination? Puis il arrive un moment où on se rend compte que non, c'est vraiment des manifestations surnaturelles. Donc on oscille un peu entre le réel et l'imaginaire pour plonger très loin dans l'imaginaire, mais pour toutes les personnes qui aiment les endroits étranges, obscurs, les mystères, les légendes, c'est vraiment une suggestion qui pourrait aussi intéresser les ados. Donc là, elle est plus contraignante, cette job d'ado-là. Oui! Mais c'est vraiment une belle suggestion aussi. Puis toi, dans les albums qui parlent d'été... Oui, moi, quand je pense à l'été, je pense à la mer, à l'océan, aller sur le bord de la mer. J'associe vraiment ça à l'été. Et j'ai récemment découvert un album qui est publié aux éditions Alaska qui s'appelle « Comment Charlotte a capturé la mer ». Et c'est un album qui est le genre de finale d'album que tu fais « Ah, c'est beau ». C'est l'histoire de Charlotte qui va passer l'été chez sa grand-mère qui habite sur le bord de la mer au Québec, qui a adoré le temps qu'elle a passé avec sa grand-mère, mais aussi à découvrir la plage, toutes les activités qu'on peut faire sur le bord de l'eau. Et là, l'été termine, on doit retourner à la maison, on doit retourner à l'école et Charlotte voudrait tellement capturer la mer pour être capable de la ramener chez elle, d'avoir toujours un petit bout de la mer avec elle. Puis là, elle va penser à plein d'idées farfelues. Comment est-ce qu'on pourrait ramener la mer? Elle va se dire, je pourrais ramener une pelletée de sable dans ma valise. Évidemment, c'est pas la technique qui fait le moins de dégâts. Elle va penser à d'autres idées comme ça. Puis finalement, sa grand-mère va lui proposer de faire un bricolage, de s'inspirer un peu des boules à neige qu'on peut secouer. Puis là, il y a de la neige qui tombe là, sur un paysage, mais de faire une boule à sable. Donc, de récolter sur la mer, sur la plage, pardon, un petit peu de sable, un petit peu d'algues, des coquillages, de mettre ça dans un pot, comme un pot maçon, avec de l'eau de mer. Et là, elle peut le garder sur le bord de son lit, sur sa table de chevet. Puis quand elle s'ennuie trop de la mer, quand elle s'ennuie trop de sa grand-mère, mais elle peut la secouer à la même manière qu'une boule à neige. Moi, je suis une grande fan de boules à neige. J'ai une collection complète. Ah oui, c'est mon souvenir de prédilection. Là, quand je m'en vais en voyage, c'est la chose que je me rapporte, c'est une boule à neige de l'endroit où est-ce que j'ai visité. Ah, je savais pas ça! Ouais, j'ai une grande collection. On dirait que je me suis vraiment vue dans le personnage de Charlotte. Je dirais, ça aurait été mon genre de faire ça quand j'étais plus jeune. Ça peut être une bonne idée aussi si vous avez un voyage de prévu sur le bord de la mer. On peut faire comme Charlotte puis ramener un petit souvenir comme ça avec nous. Mais une belle histoire sur justement le bonheur de l'été puis le bonheur d'être sur le bord de l'eau. Tu vois, moi, quand je vais en voyage, c'est des boules de Noël.
que je rapporte. Oui! Puis, ben avec tous les voyages qu'on a fait au Canada, j'ai des boules de Noël qui viennent de plein de places, de Terre-Neuve, de Winnipeg, j'en ai des territoires du Nord-Ouest. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rapporte à chaque fois. Quand tu fais ton arme, tu peux avoir plein de souvenirs, raconter des anecdotes. Ben oui, puis avec le temps, les gens me rapportent des boules de Noël. Fait que j'ai des boules de Noël qui viennent d'un peu partout dans le monde, là, du Mexique, de la Russie, d'un ancien voyage de mes parents. Donc, les gens me rapportent des boules. Fait que là, j'ai un arbre qui est assez ouais. Mais ça me fait penser aussi, c'est drôle parce que ça fait un lien, en fait, parce qu'on voulait parler aussi des livres pour préparer une activité. Puis je trouve que ta suggestion est intéressante pour préparer un voyage à la mer. Mais quand on parle de la mer, ça peut être à la plage d'Oka, là. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller très, très, très loin. Mais d'y aller avec une intention. C'est souvent même dans la lecture, on va dire lire un livre avec une intention de lecture. Mais là, je dirais faire un voyage familial avec une intention de voyage. Puis l'intention, ça peut être de rapporter des éléments qu'on pourrait mettre dans sa boule à neige. Sa boule à sable, je devrais dire dans ce cas-ci. Quand j'étais enfant, ma mère, elle nous amenait tous les étés à la plage, puis on rapportait du sable. Puis en revenant, ça faisait partie du voyage, mais on était revenus à Montréal. On allait, à l'époque, il y avait des boutiques qui s'appelaient nous, on appelait ça Pierre Import, Pierre One Import. Puis on allait acheter des petites bouteilles de vitre avec des drôles de formes. OK. Et là, on faisait des étages de sable. Fait qu'à chaque plage, on ramenait du sable, mais les sables n'ont pas la même couleur. Fait qu'on faisait des étages. Ah, c'est le fun. L'année de l'île du Prince-Édouard, c'était le fun. Il y avait du sable rouge, puis et on les donnait en cadeau. Fait que c'était ça le cadeau qu'on rapportait pour ma grand-mère, par exemple. On lui donnait une petite bouteille. C'est une bonne idée. Ouais, ça, c'est des beaux souvenirs. Puis ça, tu vois, l'année passée, avec ma fille, à un moment donné, on marchait sur la plage, on était au Nouveau-Brunswick, puis j'ai dit là, au-dessus de la salle de bain, chez nous, il y a une tablette. J'ai dit là, on va ramasser des belles choses qu'on pourrait mettre sur la tablette. Puis cette année, on a notre tablette du Nouveau-Brunswick qu'on pourra changer pour l'année prochaine. Alors, c'est des livres qui peuvent comme inciter ou préparer à faire une activité, donner hâte. Des fois, c'est pas super concret de dire on part en voyage, telle date, on s'en va à tel endroit. Ça peut être un peu difficile à saisir là, pour les enfants surtout. Fait que je pense que ça, c'est une bonne manière de préparer, de donner hâte, de donner un objectif précis. Je pense que c'est intéressant. Bien, c'est une super bonne suggestion pour des enfants qui sont jamais allés à la mer aussi. C'est quoi la mer? C'est pour nous, c'est simple à comprendre, mais si tu le sais pas, c'est comme à l'infini. Quoi? Il y avait un album que nous, on a énormément lu quand ma fille était petite. C'est un album de Olivier de Solmignac et Stéphane Poulain qui s'appelle Le bateau de fortune. Puis c'est une série, ils ont plusieurs albums avec les mêmes personnages. C'est des personnages qui se tiennent sur deux pattes, là, qui sont habillés, mais qui sont des animaux. Okay. Et ils s'en vont... il y a le gros ours qui est comme le papa, un peu. Puis il y a une petite fille, une fille chèvre, puis un garçon renard. Puis ils s'en vont à la plage pour une journée. Et l'ours, Mikao, si je me souviens bien, a oublié de tout apporter. Ah non! Il a oublié d'apporter les ballons, les serviettes, les maillots de bain. Alors, ils vont construire un petit bateau avec des coris, avec des trucs trouvés sur la plage. Puis ils laissent partir le bateau sur l'eau. Donc ça peut être aussi un livre que nous, on avait utilisé ce livre-là avant de partir à la mer la première fois qu'on est allé, mais en revenant aussi, parce qu'on veut prolonger le voyage avec ça. Donc, ça fait des bonnes suggestions. On avait pensé aussi à des livres pour planifier une sortie, disons, au refuge pour sauver les animaux, là, soit le zoo, le refuge faunique. Alors, c'est aussi une thématique, disons, si vous avez une sortie qui est comme plus en lien avec les animaux, on peut travailler autour de ça. On avait pensé, entre autres, à un album aux éditions Les Malins, Zinzin de la Bête, de Kat Jones et Chris Jevons. C'est vraiment super amusant. Oui, à lire à voix haute, c'est un de mes livres préférés. Là, en heure du conte, là, il est vraiment chouette à lire, puis il fait rire. Il fait vraiment rire. Oui, c'est absurde. Puis c'est le zoo du crépuscule, quelque chose comme ça, qui a plus de visiteurs qui viennent. Puis là, les animaux, surtout notre zèbre qui va décider de convoquer tous les animaux en réunion. Il faut trouver une solution pour attirer les visiteurs dans notre zoo. Et là, on a notre pingouin qui est un peu le personnage grognon, qui lui, toutes les idées, trouve que c'est des idées complètement zinzin. Et c'est pratiquement le seul mot de son vocabulaire, zinzin. Puis là, c'est un peu un piège, parce que là, quand on lit ces livres-là avec les enfants, ils vont répéter zinzin. Zinzin! Voilà.
Donc, c'est à vos risques et périls. Mais là, Zèbre décide que la meilleure solution, ce serait de faire pousser la plus grosse betterave du monde dans leur zoo parce que, bien évidemment, tout le monde a envie de voir la plus grosse betterave du monde. Donc, tout le monde va vouloir venir au zoo. Et ça fonctionne. Donc, ils font pousser une énorme betterave. Il y a une grande affluence de visiteurs qui viennent voir ça, mais là, il n'y avait pas prévu que la betterave, elle allait grossir. Et là, il n'y a plus de place pour rien d'autre au zoo. La betterave prend toute la place. Et là, Zèbre, vu que c'est un peu de sa faute, il décide de prendre les choses en main puis lui-même trouver la solution pour arrêter cette betterave-là géante. Puis, il va la manger. Il va manger toute la betterave. Faut voir l'image, elle est comme 6 fois grosse comme le zèbre. Ah non, c'est hilarant. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on mange trop de betterave? On devient mauve. Alors là, c'est un peu le revirement de situation où finalement, il y a encore plus de gens qui viennent au zoo parce que tout le monde veut voir le seul zèbre mauve du monde. Donc, ça finit bien pour Zèbre, malgré toutes ces péripéties, mais c'est le genre de livre qui est totalement absurde, là, qui fait rire, qui fait vraiment rire aux éclats, puis on va avoir envie de dire zinzin pendant des heures et des heures après la lecture. Je me rappelle, je connaissais pas cet album-là, puis l'année passée, tu en as fait la lecture auprès des moutons, parce que nous, on fait l'heure du conte auprès des moutons. On va revenir encore cette année au Parc Maisonneuve, au Repère des Biquettes, puis je l'avais jamais lu. Puis là, tu l'as lu, puis j'étais comme... Wow! Cet album, c'est mon nouveau coup de cœur pour lire devant les enfants. Il y a plein de voix à faire. Tu sais, c'est aussi comme tu dis, des grandes illustrations. Il y a des mots qui sont écrits très gros. Donc, même si on veut faire une lecture avec les plus jeunes qui commencent peut-être à lire, à reconnaître des sons, ça peut être intéressant aussi de le lire avec eux comme ça. Puis dans un balado précédent, celui du mois de mai, si mon souvenir est bon, mai 2026, si jamais vous nous écoutez en 2032, tu nous avais parlé de Libre, le jour où j'ai délivré les animaux, d'Amélie Gros. Et on l'a pas fait à ce moment-là, mais c'est un album donc où il y a un enfant qui va libérer les animaux d'un zoo en les habillant, entre autres, en leur trouvant des vêtements. C'est un album qu'on aurait pu mettre en lien avec un album de Thierry Dedieu aux éditions du Seuil qui s'appelle L'étrange zoo de Lavardens, qui est un album, ça aussi, ces deux albums-là pour préparer la sortie au zoo, conscientiser aussi au bien-être animal. Je pense que c'est une thématique qui est importante. Puis on peut essayer d'aller voir à ce moment-là, on peut aller visiter un zoo, mais on peut aller visiter un refuge aussi où on soigne les animaux. L'étrange zoo de Lavardens, c'est un album plus étrange, avec des grandes illustrations, plus dans les tons de sépia, brun, donc il y a un ton plus terreux dans l'album. Et on nous raconte l'histoire d'un zoo où, encore une fois, le monsieur, il s'occupe de ses animaux, il les aime beaucoup, il les chérit, au point qu'il les laisse entrer chez lui. Et là, sa belle-mère, qui n'aime pas beaucoup que les animaux entrent chez lui, va commencer à dire, là, il faudrait au moins que ces animaux qui entrent chez moi soient vêtus parce qu'ils sont nus. Bon. Et là, ils vont commencer à habiller les animaux. Puis après ça, les animaux qui sont vêtus le soir dans la maison, ils sont rendus gênés. Quand ils sortent devant les visiteurs, puis ils sont tout nus. Ouais. Alors, au lieu de les habiller à l'extérieur, la belle-mère va leur créer des masques pour qu'ils soient au moins anonymes. Alors, tu vas avoir le zèbre tout nu, mais avec une tête de crocodile, par exemple. Et ça crée des animaux hybrides. Et là, encore une fois, avec les enfants, on peut jouer à trouver les noms d'animaux hybrides ou à inventer des nouveaux hybrides d'animaux. Donc, c'est un album qui est un peu, c'est drôle parce que c'est les solutions d'habiller les animaux qui sont exploitées dans les deux, mais ça nous fait 3 suggestions pour bien préparer une sortie dans un lieu où on va voir des animaux, par exemple, si vous y allez avec les élèves. Avec les élèves. Je pense qu'à rendu à l'été, vous allez y aller avec vos enfants. Si vous êtes... Mais peut-être qu'il y a des sorties au zoo qui ont lieu à fin d'année scolaire. Peut-être, ça se pourrait. Je sais que dans les camps de jour aussi, des fois, ils font la sortie au zoo. Alors, ça peut arriver. Bon, là, on a parlé des choses sérieuses, là, parce qu'on a parlé des emplois. Les jobs d'été. On a parlé aussi des souvenirs. Ça, c'est sérieux, les souvenirs. Regarder des beaux souvenirs de ses vacances. On a parlé de préparer des activités. Mais tu sais, l'été, là, on peut-tu aussi juste lire pour se faire plaisir? Oui. Lire pour le fun. Ouais. Toute l'année,
on a des obligations. Mm-hmm. Les enfants ont des obligations. On leur demande de lire pour comprendre, lire pour répondre à des questions. Là, au moment où on enregistre ce balado, on est le 1er juin. Mm-hmm. Cette semaine, moi, ma fille, elle est en 4e, elle a ses premiers examens du ministère. Oui, c'est gros, ça. Oui, hier soir, elle avait mal au ventre, puis pourtant, elle réussit bien. Là. Je ne suis pas inquiète pour elle, mais n'empêche qu'ils se font dire que c'est important. Puis là, il va y avoir les compréhensions en lecture et tout ça. Donc, il y a beaucoup de stress qui va s'accumuler autour de la lecture. Mm-hmm. Puis, comme adulte, on a souvent tendance à vouloir que les enfants lisent quelque chose qui va les élever. Ouais. On entend ça souvent, là. « Ah, mon enfant... » mais je ne cautionne pas ces paroles. Mais mon enfant, il lit juste des mangas. Comment je pourrais faire pour qu'il lise d'autres choses? Il lit des mangas. Ben oui, c'est la génial. lecture. Mais super. N'est-ce pas le moment de laisser les enfants lire vraiment ce qu'ils ont envie de lire? Ouais. Les petits, là, qui veulent toujours lire une histoire de Disney ou de la patrouille, là, que c'est pas nécessairement notre livre qu'on voudrait mettre entre leurs mains. Mais il faut leur laisser des moments comme ça pour ventiler dans leur lecture. Puis si c'est de lire pour la 134e fois... la patate à vélo d'Élise Gravel, ben oui, 134e fois, on va lire la patate à vélo d'Élise Gravel. Il n'y en a pas d'obligation. On n'a pas besoin de prouver qu'on a compris pendant l'été. Je pense que ça contribue aussi à créer une relation positive avec la lecture. Que la lecture, justement, c'est pas juste dans une optique d'être évalué, de toujours quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule. Est-ce qu'on lit bien? Est-ce qu'on lit comme il faut? Est-ce qu'on pourrait lire mieux? Ben là, c'est juste lire pour lire. Puis d'avoir le réflexe, c'est ça, de quand on s'ennuie, ben on ouvre un livre. Ou quand on est dans l'autobus, on ouvre un livre. Puis de justement montrer que les livres, ben, ça fait partie du quotidien, puis ça peut être le fun. Oui, absolument. Même, je me disais, là, l'autre fois, je pensais à ça, puis je me suis demandé si ça serait une bonne idée. J'ai pas de réponse. Mais chez nous, l'horaire, souvent les fins de semaine, tu sais, puis ça tombe un peu comme ça pendant les vacances aussi, parce que, veut pas, notre travail diminue beaucoup pendant l'été. On va prendre de l'avance, on va revoir des trucs de fond, genre le site web, des choses comme ça. Mais notre travail, comme on travaille avec les milieux scolaires, il est tranquille pendant l'été. Fait que souvent, le matin, c'est période libre. Ma fille a fait ses affaires, puis période libre, ça veut souvent dire elle fait de la tablette ou elle fait de l'écran. Puis à un moment donné, je dis « OK, c'est assez, on passe à autre activité. » Mais je me disais, on pourrait avoir une heure libre de lecture. Oui. Tu sais, puis que c'est tout, mais toute la famille. C'est pas quelque chose que tu imposes à ton enfant. C'est OK, aujourd'hui, on tire une nappe à pique-nique, puis tu sais, on lit sur la nappe à pique-nique, on s'installe sur le sofa qui était extérieur, mettons, si on en a un, on va à tel endroit, puis on fait l'heure de lecture. Tu sais, je me disais, ça marcherait-tu? Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionnerait. Je pense que c'est une bonne idée. Là, j'ai dit tirer une nappe à pique-nique, puis ça m'a fait penser à ce que tu m'as déjà raconté. Oui. Est-ce que tu veux nous le raconter? Avec ma mère, on fait beaucoup de pique-niques lecture pendant l'été où est-ce qu'on se trouve des beaux endroits, des beaux parcs, des beaux jardins sur le bord de l'eau. On s'amène notre lunch, on se fait des sandwichs, on se fait des salades. Puis on amène notre nappe à pique-nique, on mange, puis après ça, on a chacune notre livre. Puis on s'installe, on se couche sur la nappe à pique-nique, au soleil, on profite des beaux paysages, puis on lit notre livre chacune de notre côté, puis on peut rester là quelques heures quand même. Puis on a chacune nos lectures, des fois de romans, ou même des fois quand on est en train de planifier un voyage, on va lire des guides de voyage. Donc c'est toujours des moments qui sont vraiment, vraiment chouettes. Puis moi, j'adore lire dehors. Là. C'est vraiment... j'attends toute l'année là, que ça soit enfin la température pour lire dehors. C'est vraiment une de mes manières de lire préférées. Mais je trouve que dans ce que tu racontes, ce qui est incroyable, c'est avec ma mère. Tu sais, c'est que c'est une activité qui est partagée. On a tellement l'impression que la lecture, c'est solitaire, qu'on le fait quand on est tout seul, puis que les autres sont occupés, puis qu'il pleut, puis qu'on est triste, puis qu'on pleure. C'est quasiment ça. Oui. Mais là, c'est une joie. C'est-à-dire que c'est au cœur de l'activité organisée que vous faites. Oui. Puis ça, bien, si on est capable, quand nos enfants sont jeunes, de mettre en place ce genre de choses-là, ça devient aussi une association que l'enfant fait. C'est-à-dire que la lecture, ça fait partie des choses qu'on peut planifier. Oui, ça se fait ensemble aussi. Ouais. On n'est pas juste dans notre chambre tout seul. On peut lire avec d'autres personnes. Même si on ne lit pas le même livre, même si on lit des genres différents,
Juste d'être ensemble. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu as lu? C'était-tu bon? Ah ouais, OK, ça me tenterait de le lire moi aussi. Ou, ah non, ça m'intéresse pas. C'est correct? Oui. Ah oui, vraiment. On avait parlé aussi de livres, dans toujours la thématique des livres pour se faire plaisir, des livres qui font du bien. Oui. Donc, des livres qui sont réconfortants ou qui parlent de profiter de la vie aussi. Ouais. Donc, qui nous donnent cette espèce de moment gratuit, là. Moi, je pensais d'emblée à Rien du tout. Oui. Un album de Marie-Hélène Jarry puis Amélie Dubois aux éditions de Lisatis, où la jeune fille, c'est l'été, puis elle est couchée dans le gazon, puis son père essaie toujours de lui demander, c'est un album, là, son père est toujours en train de lui dire, est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, tu devrais aller faire du vélo, tu devrais, nanana. Puis elle dit, non, je veux rien faire. Je veux juste être couchée dans l'herbe. Laisse-moi tranquille. Ouais. Ce moment-là où ce que tu dis, il n'y a personne qui attend rien de moi, j'ai pas de travail à accomplir, je peux faire ce que j'ai envie de faire, puis des fois, ben c'est rien. Est-ce que ça t'arrive? Ah oui. Oui? Oui. Puis je dis oui, puis en fait, j'imagine les moments où je fais rien, puis moi, lire, c'est faire rien, là, lire des livres que j'aime pour moi, justement, de m'installer dehors, dans une chaise, au soleil, puis de juste comme, tu sens le soleil sur ta peau, tu regardes les fleurs, tu regardes ces moments-là, là, ça fait du bien, là, ça, c'est le fun. Ah, moi, j'ai énormément de difficulté à faire ça. Ah oui? Mais lire, pour moi, ça va avoir l'air absurde, mais c'est un défi. Parce que j'ai toujours la tête tellement pleine de choses à faire, puis j'ai de la misère à m'arrêter. Les meilleurs moments pour lire, c'est si j'attends quelque chose. OK. Tu sais, disons, tu es dans l'aéroport, tu attends ton avion, tu n'as rien d'autre à faire que ça. Tu peux pas partir une brassée de lavage. Tu peux pas décider que tu tonds ton gazon. Si j'ai la possibilité de faire une activité physique, active, en même temps, productive, je vais arrêter de lire puis je vais le faire. Fait que c'est un devoir, d'une certaine façon, que je m'impose, mais positivement, de m'asseoir puis de lire, parce que après je suis frustrée de ne pas avoir eu le temps de lire. C'est vrai, ça, c'est vrai. Je suis comme, maudite journée où j'ai juste fait des tâches! Ouais, mais t'aurais eu le temps ce matin, là. Si tu l'avais pris le temps, t'avais juste à le prendre, le temps, tu sais. Fait que ça, j'ai de la difficulté à faire ça. Donc, je trouve que c'est une belle chose à apprendre aussi. Oui, c'est un beau défi. Oui, c'est un beau défi, s'arrêter, puis dire, OK, je prends le temps de lire. Mais je trouve ça dur. Par contre, j'écoute énormément de balados, puis de contenu audio, puis de livres audio. Et ça, je le fais en travaillant autour de la maison, en jardinant. C'est vrai. L'année passée, là, j'ai découvert... Moi, quand j'étais ado, une des premières romancières que j'ai lues puis qui m'a fait comme capoter, c'était Marie Laberge. Je suis tombée sur Marie Laberge quand j'étais adolescente, là, puis c'était des émotions très, très fortes. Puis la saga historique, là, Adélaïde, Florent, Gabrielle, je pense, puis tout ça, bon. Mais là, avec le temps, à un moment donné, je ne l'ai pas lu pendant des années, là, tu sais. Puis l'année passée, j'étais en train de jardiner, j'étais à mon jardin, puis là, qu'est-ce que je pourrais écouter? J'avais fini de lire. Je pense que j'avais écouté... L'homme au chat, qui est un roman de Michel Ouimet, qui est un roman policier. J'avais fini. Puis là, je suis au jardin. Je viens de le finir, tu sais, mais j'ai pas fini mes tâches au jardin. Fait que là, je me cherche quelque chose. Puis je vois sur audio qu'il y a des nouvelles de Martha, qui a été faite en version audio, lue par Marie Laberge. Et c'est une dame retraitée, donc plus âgée que moi, dont les enfants sont partis. Sa plus vieille, elle vient de partir de la maison, puis elle est partie quand même comme à 25 ans, mettons, tu sais, fait que elle est dans, tu sais, vraiment, là, la retraite. Ben, elle n'est pas retraitée, en fait, elle travaille comme fleuriste, mais elle a un mode de vie, tu sais, plus, bon. Et c'est toutes ces réflexions sur la vie, sur ses enfants, sur l'amour, le désir, vraiment, là. Et ça dure des heures de temps. Puis j'ai passé tellement de temps l'été passé avec Marie Laberge, parce que c'est elle qui lit. J'étais comme assise avec elle, on aurait dit, puis elle me racontait sa vision de la vie. J'ai cuisiné en écoutant ça, j'ai jardiné, j'ai coupé des branches, j'ai fait tout ce que tu peux imaginer. Ça, pour moi, c'est le plus rien faire ou le plus profiter que je peux. Parce que là, c'est comme tout
tout est occupé. L'esprit est occupé, les mains sont occupées, puis ça me fait me faire oublier tous les soucis. Ah, c'est bon, ça. Parce que tout est occupé. Mais c'est de la lecture quand même, c'est pas un livre physique, oui, là, c'est de la lecture. Là. Puis c'est drôle parce que moi, les livres audio, ça fonctionne pas. J'ai essayé, puis on dirait que je suis une personne très visuelle, puis de me faire raconter un livre comme ça, on dirait que je perds le fil, je passe dans mes pensées, puis là je suis comme, c'est vrai, il faut que j'écoute le livre, puis ça marche pas du tout pour moi, Mais il y a plein de livres audio que j'ai commencé puis que j'ai pas été capable de finir parce que je décrochais. Mon ton qui me convient. Il y en a, là, après 1 minute, puis il y a des balados comme ça aussi, après 1 minute, je change de balado. Ouais. Je suis comme, non, je serai jamais capable d'accrocher. Ça marchera pas. Mais il y a des tons, Marie Laberge, quand elle raconte, ça fonctionnait. Le premier livre audio que j'ai été capable d'écouter au complet, c'était un livre audio lu par Pascal Monpetit, un roman policier d'Andrea Michaud qui s'appelle Bondré. Oh, c'est extraordinaire. C'est bon, là. C'est sur audio de Radio-Canada aussi, là. Puis c'est lu, là. C'est brillant comment c'est fait. C'est des environnements tellement étranges. Ça, j'ai réussi à embarquer. Mais c'est pas tous les livres audio dans lesquels je suis capable d'embarquer. J'essaye. Puis même si j'ai essayé des livres que j'ai déjà lus, j'ai déjà lu le livre physique, je me suis dit, je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, peut-être que je vais plus pouvoir facilement garder le fil. Puis non, on dirait que je comprends pas les mots qu'il me dit, autant étrange que ça paraisse, mais je pense qu'il va falloir que j'essaye plus. Je vais essayer de trouver mon... Si ça te tente. Ben oui. Tu sais, parce que là, on parle de lire pour le plaisir. Oui, là, c'est pas vrai. se donner. Quand même. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans lire un livre physique, puis aussi, l'été, on lit, mettons, sur le bord de la mer, puis là, quand tu rouvres ton livre après, puis il y a du sable entre les pages, ou que... autant que moi, je suis très précieuse avec mes livres, là, je veux pas les briser, j'ouvre à peine la couverture, parce que je veux pas que ça se craque, je veux pas que les coins se plient, mais je pense que quand il y a du sable dans mes livres, ça, j'aime ça. Oui, j'avoue. La poussière d'été, comme dit Joannie Boutin dans son roman Poussière d'été, la poussière d'été. On va reparler des livres audio tantôt. On va vous donner quelques stratégies pour poursuivre la lecture durant l'été, puis on va renommer un petit peu les livres audio tout à l'heure. Aussi, des livres pour... il y avait une série aussi dont tu voulais parler, dans les livres pour se faire plaisir. Oui. Une série de Marie-Ève Larochelle. Oui. Si je me souviens bien, chez Andara. Oui, Mandarine, que j'ai lu très, très, très récemment. J'ai lu le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2, puis tu vois, ça c'est un autre de mes défis pour l'été, lire des tomes 2. Oui. Je suis pas le genre de personne qui, moi, quand je commence une série, s'il y a 4 tomes, je suis pas du genre à lire 1, 2, 3, 4. Je lis le 1, je lis autre chose, puis souvent, j'oublie de revenir au 2, puis je termine jamais la série, donc ça va être dans mes lectures d'été, de lire les tomes 2 de romans que j'ai bien aimés. L'été d'Alex aussi, j'ai pas lu le deuxième tome, mais Mandarine, c'est un roman... pour un public un peu plus jeune, je dirais 10 ans, là, à partir de 10 ans. Puis c'est l'histoire d'un Mandarine qui va passer l'été chez ses grands-parents qui habitent à la campagne. Sa grand-mère fait de l'Alzheimer et elle va aller passer son été. Ils habitent un peu... sur une ferme, ou en tout cas en campagne, où est-ce ils ont des poules, ils ont des alpagas aussi. Et une des raisons pourquoi est-ce qu'elle va passer l'été là, c'est pour leur porter main forte. Là, son grand-père, les travaux manuels, ça commence à être un peu plus difficile. Il faut prendre soin de sa grand-mère aussi. Donc, il va lui apprendre à nourrir les poules, à recueillir les œufs, à prendre soin des alpagas. Toutes ces activités-là sur une ferme qu'elle va apprendre à faire. Puis là, elle va se promener dans le village un peu, apprendre à découvrir cette communauté-là. Puis elle va se rendre compte que le monde est pas mal grognon. Elle qui imaginait la campagne, c'est-à-dire le plein air, tout le monde doit être toujours heureux. Puis là, elle voit que le monde, ils grognent, ils sont fâchés, sont aussi pressés que dans la ville. Puis là, elle se dit, il faut que je trouve quelque chose pour redonner un peu de joie. Puis le premier tome s'appelle L'été des étincelles. Donc, elle va décider de semer des étincelles un peu partout où est-ce qu'elle va de manière anonyme. Elle va faire des petits gestes au quotidien pour faire sourire les gens. Par exemple, elle va décorer le magasin général avec une banderole de soleil. Il y a une des voisines dont le chien vient de décéder. Elle va faire un beau dessin de chien. Mandarine est super bonne en dessin, c'est un de ses talents. Donc, elle va dessiner son chien, aller le porter sur son perron, se cacher dans un buisson, sonner à la porte, aller courir se cacher puis voir sa réaction quand elle découvre le dessin. Et il y a aussi un voisin qui a un grand potager qui vend ses légumes au marché public.
Puis il s'est blessé au dos, il y a beaucoup de difficultés. Donc, elle va aller en douce, cueillir tous ses légumes, placer ça dans un panier prêt pour le marché. Puis à chaque fois, elle laisse un petit dessin où est-ce qu'elle, elle dit « La semeuse d'étincelles est passée par ici. J'espère que ça va ensoleiller votre journée et tout. » Puis elle est juste là, justement. On parlait de job d'été. C'est pas une job à proprement parler, mais elle prend ça très au sérieux. Puis rigoureusement, à chaque jour, elle va trouver quelqu'un à qui donner des étincelles. Puis au fil du roman, sa grand-mère, son état va se dégrader de plus en plus. Puis elle va décéder. Et c'est là que son grand-père va vivre un moment très, très, très difficile. Puis elle va décider de solliciter l'aide de tout le monde dans la communauté pour semer plein d'étincelles dans le quotidien de son grand-père pour lui redonner le goût de vivre, lui redonner la joie au quotidien. C'est vraiment un beau roman qui donne envie de faire pareil, puis qui fait du bien, c'est ça, qui fait sourire. Un roman assez doux. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ça me semble... Je ne l'ai pas lu encore, cette série-là. C'est sur ma pile pour cette semaine, justement. J'avais ça sur ma pile, mais c'est un roman qui aborde une thématique quand même dure, oui. Tu sais, le deuil, mais tu l'as mis dans des romans qui font du bien. Oui, c'est vrai que c'est spécial. Oui, mais c'est ça arrive des fois que ces lectures-là, ils nous réconfortent quand même parce qu'il y a une résilience, parce qu'on passe au travers. Ouais. J'observe depuis le début de notre présentation qu'on a beaucoup d'histoires intergénérationnelles. Ah, c'est vrai! Oui, on avait l'été d'Alex, comment Charlotte captura la mère. Ouais. Là, avec Mandarine, même la malédiction des trois têtes, la jeune fille passe l'été avec une dame qui est beaucoup plus âgée. C'est pas sa grand-mère, mais c'est quand même une dame qui est plus âgée. On dirait qu'il y a comme un moment de retrouvailles entre les aînés puis leurs petits-enfants, ou entre les petits-enfants puis leurs grands-parents pendant l'été. Donc, effectivement, moi aussi, je pense que les lectures d'été, des fois, on essaie de trouver pour nos enfants des lectures pour les inciter à continuer à lire. Ouais. Donc, il y a la lecture pendant l'année, puis si on fait rien pendant l'été, il y a ce qu'on appelle la glissade estivale. Alors, c'est que les enfants vont, puis c'est prouvé, là, vont perdre des acquis en lecture pendant l'été parce qu'ils sont, grosso modo, 2 à 3 mois sans lire. Les enfants qui seraient 2 à 3 mois sans lire, toute la connaissance du vocabulaire, la fluidité en lecture, c'est des acquis qui vont diminuer. Et il y a des stratégies aussi qu'on peut utiliser pour que les enfants continuent à lire. Parmi ces stratégies, il y a la lecture de séries. Tu as abordé ce sujet-là. Toi, tu disais que tu lis un tome, puis là, tu passes à d'autres choses, mais il y en a qui vont lire tous les tomes. Oui. Puis là, il y a des séries qui existent, là, il y a 10, 12, 15 tomes. Le manga, ça a ça aussi, effectivement. Moi, quand j'étais enfant, c'était les chars de poule. La petite collection de chars de poule de Errol Stein. Aujourd'hui, là, les chars de poule, les frissons, ça a été repris, puis on a des créateurs québécois dans la maison d'édition Frisson qui publient des livres à la manière des frissons. Même que là, les nouvelles éditions, les couvertures sont super vintage. On dirait les livres de quand nous, on était... moi, en tout cas, quand moi, j'étais ado. Mais les chars de poule, et comment ça se fait que j'ai lu tant de chars de poule? C'était des livres qui n'étaient pas très chers à l'époque. C'était des livres qui étaient peut-être 5 $, là, je ne sais pas trop. Là, c'était pas des livres très, très dispendieux. Puis d'ailleurs, je les ai tous gardés. Puis la qualité du papier, là, tu vois que c'est un papier qui est très rough, qui est très jaunâtre. Oui, un peu à la Harlequin, tout ça. Et on avait... mon père était professeur de littérature quand il travaillait, donc il y avait l'importance... Puis ma mère était professeure au primaire. Fait que les deux, tu sais, c'est sûr que l'importance du livre était là. À l'époque, nous, on avait une maison dans les cantons de l'Est. Comme mes parents étaient profs à Montréal... Grosso modo, comment ma vie s'est séparée là, jusqu'à ce que j'ai peut-être 12-13 ans, c'était l'école à Montréal et le reste à Donham, dans les cantons de l'Est. Fait que je considère que j'ai grandi aux deux endroits parce que toutes les journées de congé, les vacances, les fins de semaine, c'était là-bas. Puis Donham, c'est pas très loin des lignes américaines. Ouais. Puis à l'époque, mon père, il partait toutes les fins de semaine, traversait les lignes, puis allait gazer aux États-Unis parce que l'essence coûtait moins cher. Et il achetait des cigares en même temps, qu'il n'avait pas tout à fait le droit de ramener, mais bon. Et c'est une autre époque. Et donc, pour se rendre aux États-Unis, on passait par Sutton. Puis à Sutton, il y avait une librairie qui s'appelait The Book Nook. Puis je savais que si j'accompagnais mon père, j'avais une chance d'avoir un livre. Et là, il y avait la collection des chars de poule. Puis pendant une période de temps, chaque semaine,
il m'achetait un chair de poule. Fait que ça me donnait le goût de le lire pour avoir le prochain. C'était des lectures qui n'étaient pas trop longues. Et je me rappelle, le premier que j'ai lu, c'était le numéro 9. C'était celui qui se passe en camping. Ça a été le plus épeurant. Je pense que ça a été le plus épeurant parce que c'était le premier. Oui. Puis après ça, c'est une formule qui revient. Mais tu recherches l'émotion que tu as vécue dans le premier en lisant les autres. Fait que d'offrir comme ça des séries de livres aux jeunes, ça peut être une façon de les accrocher. S'ils accrochent à la série, ils vont avoir envie de lire les autres tomes. Et ça peut être une stratégie. Je vous dis pas acheter un livre à chaque semaine à vos enfants, là, c'est pas ça le principe, mais on a les bibliothèques. Mais j'allais dire ça. Moi, j'allais dire, je me souviens de des étés quand j'étais petite, ben le nombre de fois qu'on allait à la bibliothèque, en plus, on est chanceux, on habite à genre 10 minutes à pied là, de la bibliothèque municipale. On allait souvent, puis il y avait les clubs de lecture aussi pendant l'été qui étaient organisés par les bibliothèques, puis d'aller dans la bibliothèque, puis aller chercher justement la suite de ce que j'avais lu, de pouvoir, on parlait de donner de faire lire aux enfants ce qu'ils ont envie de lire, de leur faire lire n'importe quoi, puis d'entrer dans la bibliothèque, puis d'avoir tous ces rayons-là, puis je pouvais choisir n'importe quoi que j'avais envie de lire, si j'avais envie de continuer une série, d'en commencer une autre. Les bibliothèques, on l'oublie souvent, mais c'est des endroits qui sont vraiment parfaits pour prolonger la lecture pendant l'été. Oui, puis tu parlais des clubs de lecture. Dans les bibliothèques du Québec, il y a le Biblioclub. Puis cette année, ben, c'est nous qui avons fait les sélections de livres. Toi et moi, on a travaillé là-dessus. Donc, tous les livres, la thématique 2026, c'est l'enquête. Donc, tout ce qui tourne autour de l'enquête du policier, etc. C'est nous qui avons fait les sélections de livres pour les biblioclubs cette année. Ça, c'était le fun. C'était comme dire, on va avoir un impact sur les enfants, les choix de livres. Nous aussi, la bibliothèque, parce que comme on allait à la campagne toutes les fins de semaine, le vendredi, on partait de Montréal, là, on passait des heures sur le pont Champlain, là, on arrivait à Cowansville. Puis à Cowansville, il y avait une épicerie dans le centre commercial. J'y suis retournée il y a 1 an à peu près avec ma mère pour découvrir qu'il n'y a plus rien quasiment à cet endroit-là. Là, c'est comme un éléphant blanc, ce centre commercial-là. Et là, il y avait la bibliothèque. Puis ma mère... Mon frère puis moi, on était quand même des enfants sages. On n'était pas des enfants problématiques, là. On bougeait pas trop, on dérangeait pas, tu sais. Fait qu'elle nous laissait à la bibliothèque pendant qu'elle faisait l'épicerie. Puis là, écoute, là, le nombre de livres qu'on lisait sur place. Ben oui, c'était pas tant pour les emprunts que sur place. Puis à un moment donné, tu sais, moi, je me rappelle, là, à cette bibliothèque-là, c'était les Monsieur Madame. J'aimais ça aller voir les petits Monsieur Madame. Puis après ça, ben, plus vieille, il y a eu des bandes dessinées, puis des séries de romans. Puis puis souvent, il y a des espaces aménagés dans les bibliothèques, des petits coins lecture qui font changement. On disait d'aller lire un peu partout. Mais des fois, ça peut juste, le fait de ne pas lire assis dans notre salon, mais de lire dans un autre endroit, on dirait que ça fait du renouveau. Ça donne envie d'y aller. Puis c'est aussi des endroits climatisés. C'est des endroits climatisés. Puis les bibliothécaires, les techniciens en documentation, les bénévoles qui travaillent dans les bibliothèques, sachant ça, ben, c'est de mettre en évidence les collections. Aussi, renouveler les livres qui sont mis en évidence. Parce que quand, justement, l'enfant va toujours dans la même section, à un moment donné, il a l'impression qu'il connaît tous les livres de la bibliothèque. Mais en fait, il connaît un rayon. Mais si on est capable d'avoir une table avec des présentations de livres, avec tu sais, de mettre en évidence des nouveaux livres à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, bien, ça fait rouler le fond aussi, puis ça fait découvrir des fois d'autres sections de la bibliothèque, effectivement. Ah, ben on a des stratégies quand même pour lire. On a des bonnes idées de lecture aussi. Parmi d'autres stratégies pour que les enfants continuent à lire durant l'été, ben il y a la fameuse période de lecture avant le dodo. Souvent, ben je dis souvent comme si j'étais la seule personne sur qui je pouvais me fier, là, mais moi, je constate que dans ma famille, pendant l'été, à un moment donné, tu sais, la routine, elle prend le bord un peu, puis on lit moins avant le dodo. Fait que cet été, moi, je me dis, ma fille, elle va avoir 10 ans, c'est vendredi, elle va avoir 10 ans. Alors, mais elle sait très bien lire, elle lit des romans pour ados toute seule, là, en ce moment. Mais continuer à lui faire la lecture, elle aime ça. On a des séries que, là, en ce moment, on lit Crave de Véronique Drouin, on est au tome 2. Bien, c'est toujours nous qui lisons. Toujours France ou moi qui lui lisons. On lit un chapitre par soir ou 2 chapitres par soir. Puis elle, ça lui fait un moment où elle a juste à écouter. Mais ça nous fait un moment partagé. Puis ça maintient le lien avec le livre. Puis si jamais on va passer vite, je crains pas qu'elle va aller lire son chapitre sans nous. Ça, je suis pas inquiète. Je sais qu'en ce moment, elle lit ça. Puis en parallèle, elle lit Amos d'Aragon.
Alors, la résurgence de classiques. Donc, les rééditions d'Amos d'Aragon qui ont été publiées chez ADA. Donc, elle est en train de lire ça. Puis là, ça, c'est sa lecture qu'elle fait toute seule. Fait qu'elle a son livre qu'elle lit toute seule, puis son livre qu'on lit à deux. Continuer à lire avant le dodo, comme je le disais, donc même aux enfants plus vieux. Puis j'aurais tendance à dire, on a le temps. On n'a plus de devoirs. Je sais là, que c'est une libération pour bien des parents de ne plus avoir la période des devoirs, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas un 15 minutes qu'on ne peut pas libérer pour ce moment de lecture-là. Puis oui, lire avant le dodo, mais ça peut être lire le matin quand on se réveille, ça peut être lire à l'heure du dîner pendant qu'on prend une pause, lire en mangeant un sandwich. Tu sais, c'est le fun, ça aussi. Donc, inclure un petit moment de lecture. Ça me fait rire que tu te parles de lire avant le dodo parce que je suis en train de me rendre compte que je m'auto-fais des lectures avant le dodo. Moi, c'est dans ma routine. Quand je fais ma routine du soir, puis c'est toujours la dernière chose que je fais, c'est que je vais faire une petite période de lecture. Donc, même pour les adultes, lire avant le dodo, je pense que ça permet de se tenir loin des écrans. Ça permet de... Puis souvent, je m'endors en lisant mon livre, là, je ne mentirai pas. Ah oui, moi, je m'endors beaucoup en lisant. Ah, pas moi. Impossible. Ça me relaxe tellement que souvent, je me réveille, puis là, mon livre est tombé, ou j'ai perdu ma page. Mais oui, je cogne souvent des clous en lisant, mais je trouve que ça m'endort. Puis oui, c'est un moment réconfortant qu'on fait avec nos enfants, mais je pense que de l'incorporer dans notre propre routine, ça a les mêmes bénéfices. Là. Moi, j'aime lire en me réveillant. Je m'assois dehors l'été, là. Je m'assois dehors, puis là, il y a les oiseaux qui chantent. Je mets un petit peu d'eau dans la petite baignoire d'oiseaux, là, pour être sûre qu'ils ont ce qu'il faut. Puis là, je m'assois, puis là, je suis comme... Là, ça, c'est un moment où je suis capable. Je me fais un café. Puis là, il y a les sons environnants. J'arrête de lire pour regarder les oiseaux. Je recommence à lire. Puis là, quand je sens que la maison s'éveille, je suis comme découragée. Je me dis, ça va être fini. Ah non! Fait que quand la maison s'éveille, la routine reprend. Mais oui, garder ces moments-là, c'est ça, tu sais. Puis, mais j'ai une question. Quand tu lis avant de te coucher, mettons l'année, là, est-ce que tu lis des livres de travail ou tu lis, tu as une lecture parallèle qui est ta lecture? J'ai ma lecture de chevet, là, qui est souvent, tu sais, je parlais au tout début du balado que j'aimais ça lire des romances. Mes lectures, quand on parle de lecture d'adultes, là, de pas de travail, c'est souvent des romances. Pour vrai, je suis grande fan de ça. Puis c'est souvent ce genre de livres-là que je vais lire. Des livres qui se lisent vite aussi. Tu sais, j'en lis un par semaine à peu près. C'est des lectures assez simples. Puis, ça me relaxe. J'aime vraiment ça. Puis, c'est comme mon petit moment à moi, justement, parce que je lis pour moi. Puis, j'essaye vraiment de maintenir ça tout au long de l'année. Là. J'aime vraiment ça, faire ça. Moi, j'avoue que je lis quand même des livres de travail souvent avant de me coucher. Mais souvent, c'est parce que j'ai choisi un livre de travail que j'avais vraiment le goût de lire. Ah, ben oui. Tu sais, comme cette semaine, en fin de semaine, j'ai lu une nouvelle collection aux éditions Boomerang qui s'appelle la collection Chaos. Ah, je connais pas. De Mathieu celui que j'ai lu, c'est de Mathieu Fortin, qui s'appelle Le sang des monstres. Puis je sais pas comment ils font ça. C'est un livre que tu peux lire de la page 1 à la page 400 dans l'ordre. Mais les chapitres sont publiés dans le désordre. Fait que c'est un livre où si tu le lis de la page 1 à la page 400, tu as plein de sauts dans le temps. Projection dans le futur, retour en arrière. Mais il y a aussi dans la table des matières l'ordre pour le lire de façon chronologique. Donc, mettons, un lecteur qui est moins habitué à lire avec des sauts dans le temps peut dire, OK, chapitre 1 est à page 77. Là, tu lis de la page 77 à la page 87. Tu vas aller lire le chapitre 2 qui est à la page 52, 52 à 62. Après, je vais aller lire le chapitre 3 qui est à la page 104. Fait que tu peux te promener dans le livre comme ça. Mais si tu lis en ordre, tu comprends quand même tout. C'est là que je comprends pas comment ils ont écrit ça. Wow! Hey, ça, c'est fascinant. C'est fascinant, mais ça fait aussi partie du genre de livre que je vais lire pour décrocher. Oui. Parce que il y a comme quelque chose en moi de l'étincelle de « Ah, c'est brillant ». Ouais. Tu sais, puis ça, là, ça sort du travail. Oui. Tu sais, c'est l'admiration pour le travail de l'auteur. Oui, puis c'est une expression que j'utilise souvent, là, c'est le genre de livre que j'aurais aimé écrire. Ouais. J'aurais aimé avoir cette idée-là, genre... vraiment. Mais c'est fascinant. Oui, vraiment, là. Au début, j'ai pris le livre, puis j'étais comme, OK, quelle décision je prends, comment je le lis. Oui, il y a ça aussi. Au début, il faut que tu choisisses. Je vais-tu comprendre? Ouais. Tu sais, on a beau être des adultes qui travaillent là-dedans, on se demande quand même, je vais-tu comprendre? Ça doit être déstabilisant si tu choisis de lire dans l'ordre chronologique qui n'est pas l'ordre chronologique de l'objet.
ça doit être déstabilisant de... Moi, c'est... Je sais pas, j'ai toujours le repère de mon signet. Puis là, mais que ton signet soit au milieu du livre ou aux 3/4, t'es pas nécessairement rendu là. Non. Tu sais pas techniquement combien de pages il te reste. Ah, j'aime ça. Puis il y a 2 parties. Il y a une partie, puis la deuxième partie qui est 3 ans plus tard. Fait que la première partie est indépendante. Fait que puis la deuxième partie, tu recommences le même processus. Fait que tu pourrais même lire la première partie chronologiquement, puis la deuxième partie non chronologiquement. Ça recommence au chapitre 1. Wow! Ouais, vraiment, là, c'est moi, j'imagine les babillards de post-it, là. Oui, oui, c'est vrai, comme dans les films policiers avec des ficelles là, qui relient. Mais je sais que Mathieu Fortin fait beaucoup de présentations dans les classes, fait que je sais pas s'il y a une présentation, ça doit, là, spécifiquement sur cette collection-là, mais ça serait vraiment intéressant de découvrir ça. Je suis fascinée, là, je veux lire ça. Mais je t'avertis, c'est de l'horreur. Ah! Toi peut-être que ça va... Peut-être ça va aller. Ouais, il y a quand même du sang. Okay, il y a des gens qui meurent. Ben, je ne le lirai pas le soir. Page 1, il y a des gens qui meurent, là. Tu vas le savoir d'emblée. Ben, dans nos petites stratégies pour continuer la lecture pendant l'été, ben, lire partout. Lire tout le temps, lire, apporter des livres dans tous les contextes. Il y a des collections, tu sais, je pense à la collection Les Docus pour emporter de Réa Dufresne chez Bayard, qui sont faits pour apporter en randonnée, à observer les oiseaux, cueillir des champignons. Donc, ça, c'est des documentaires sur la nature. Il y en a sur le ciel, les champignons, la nature à manger, les roches, la mer, les océans. Il y en a sur toutes les thématiques, les arbres, les plantes. Fait qu'on peut montrer aux enfants que le livre, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, qu'on peut amener un peu partout. On peut lire à la plage, comme on peut lire dans le train, comme on peut lire à la terrasse d'un restaurant. Donc, lire partout, tout le temps. Puis au-delà de ça, montrer l'exemple. Oui. Ce que tu racontais comme anecdote avec ta mère, c'est aussi un parent qui lit, c'est un exemple pour un enfant. Donc, c'est vraiment, tu sais, lire nous aussi des fois pendant que, ben, c'est sûr que si vos enfants ont 4 ans et sont en train de se baigner, pas de veste de sauvetage, surveillez-les. Mais moi, je sais, ma fille rendue à 10 ans, elle nage très bien, elle a pied dans la piscine, je la laisserai jamais se baigner toute seule. Mais je peux lire un livre pendant qu'elle se baigne, je lève les yeux, je sais que tout va bien, je la connais assez pour ça. Donc, lire pendant ce temps-là, au lieu de scroller sur notre téléphone, c'est bon pour nous, c'est bon pour eux aussi de montrer cet exemple-là. Puis je dis ça sans jugement. Je veux dire, moi aussi, je scrolle sur mon téléphone souvent. Là. Puis je dis que je lis avant le dodo, puis des fois, je me ramasse, puis je suis sur mon téléphone pendant plus de temps que je voudrais, puis j'oublie mon livre, puis j'ai ma main qui tient la page jusqu'à ce que je suis rendue, puis de l'autre main, je scrolle sur mon téléphone. C'est sûr, c'est sûr. Surtout quand tu lis, puis là, mettons, entre autres, les livres qui parlent de voyage, par exemple, puis là, tu sais, t'as comme un lieu, puis là, tu te dis « Ah, ça a l'air beau! » Puis là, tu vas sur ton téléphone pour voir c'est quoi le lieu, puis là, finalement, tu passes une demi-heure à faire d'autres choses. Ça, c'est vraiment un piège de lapin. Trouver nos informations dans les livres. Les enfants sont curieux, ils posent des questions. Ben des fois, au lieu de dire « Ah, je vais regarder sur Internet », ah, ben justement, on a un atlas, tu sais, on pourrait ouvrir la page, l'atlas à la bonne page. Assurez-vous qu'il n'y ait plus écrit URSS, là. Ouais. Tu sais, il peut y avoir des livres qui sont à jour quand même. Mais il y a plein d'informations qu'on peut trouver dans les livres. On peut dire, on va aller à la bibliothèque chercher cette information-là. Donc, ça peut être intéressant aussi d'essayer de trouver nos infos planifier des voyages aussi avec des guides de voyage. Puis on dirait que ça, c'est un réflexe que j'ai développé. On dirait que quand je planifie un voyage, parce que je trouve ça drôle quand on discutait là, avant de faire le balado, tu parlais justement de pas avoir le réflexe de planifier notre voyage sur Internet. Puis on dirait que je réfléchissais à ça, puis j'étais comme « Ah, moi, j'ai l'autre réflexe. J'ai le réflexe d'aller louer à la bibliothèque des guides de voyage, d'aller acheter les guides de l'endroit où est-ce que je m'en vais, parce que c'est ça que j'ai vu ma mère faire tout le temps quand on planifiait des voyages. Puis même quand moi, là, je pars en voyage de manière indépendante, ben je vais fouiller dans les guides de voyage. Puis, tu sais, même, on pense peut-être que c'est une manière archaïque, entre guillemets, de faire, mais il y a des guides de voyage qui sont publiés assez récemment, qui sont renouvelés aussi, qui sont réédités avec des nouvelles informations. C'est de la lecture comme une autre, là. C'est pas parce que c'est informationnel que c'est pas de la fiction, que c'est pas de la lecture, là. Puis, il y a aussi, ça me fait penser à ça, là, parce que c'est un peu ça l'idée d'avoir un échange, une discussion. Tu sais, moi, je suis abonnée à Ricardo. Ah oui, moi aussi! On aime bien cuisiner toutes les deux, hein? Je pense que ça, on n'en parle pas souvent. Mais je suis abonnée à Ricardo, mais je ne les lis jamais. Ces temps-ci, j'ai pas le temps de les lire ou, tu sais, je les mets de côté. Mais, à un moment donné, je m'assois. Ça, c'est une affaire d'été, là, avec mes Ricardo que j'ai pas lus pendant l'année.
Puis là, il y a tout le temps un dossier de voyage c'est vrai. Ricardo. Fait que, mettons, la Nouvelle-Angleterre, par les restaurants, par... Bon, ça, c'est le fun. Là, je m'assois. Puis là, bon, premièrement, les voyages qu'il a fait. OK, bon. Après ça, ah oui, c'est la saison du barbecue. Là, je ressors tous mes vieux Ricardo sur le barbecue. Puis là, je vérifie les recettes. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire, là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait sur le barbecue, on va avoir tel événement, la fête des pères, telle date, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ça, je fais ça à Noël aussi, là. Je ressors mes Ricardo de Noël, puis à les Pâques. revues de recettes de Noël. Ah oui! Mais ça fait partie de la lecture aussi, c'est un élément de la lecture. C'est de la lecture, c'est ça. Puis dans les livres de recettes, puis les Ricardo, puis les guides de voyage, il y a aussi, tu sais, on va raconter des petites anecdotes, il va y avoir de la narration, si je peux dire. Dans les guides de voyage, on va raconter, par exemple, un lieu historique, puis on va raconter qu'est-ce qui s'est passé là, dans telle année, il y a tel personnage historique qui a fait telle chose à cet endroit-là. Donc, on apprend aussi, on s'informe, puis c'est une manière différente. Là, Absolument, oui. Ça me fait penser, parce qu'on parle des périodiques, France, qui travaille avec nous, m'a dit qu'elle, la lecture d'été qu'elle voulait planifier, c'était du périodique. Nous, on a la chance d'être abonnés à Spirou. Oui. Et Spirou, ben on le reçoit, je pense que c'est chaque semaine. Il y en a beaucoup, on en a plein des Spirou. Et ça fait partie des périodiques qu'on n'a pas vraiment le temps de lire à chaque fois qu'on les reçoit. Sauf que France, elle les accumule, elle les classe en ordre. Okay? Parce que dans les Spirou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de bandes dessinées qui se suivent d'un numéro à l'autre. Fait que, mettons, il y a Lucky Luke, 4-5 pages. Mais si tu lis semaine 1, 2, 3, 4, 5, l'histoire, elle continue. Mais t'as Lucky Luke, t'as Spirou, t'as Dad, t'en as plein, là, comme ça, là, des types de bandes dessinées. Elliot au collège, il y en a plein. Alors là, ben France, elle les accumule. Puis à un moment donné, ben elle se lance dans les Spirou, les magazines. Puis ce qu'elle m'a raconté, c'est que pour elle, il y a un côté nostalgique un peu là-dedans aussi, parce que... Puis c'est drôle, c'est pas de la nostalgie de « je me rappelle » ce que j'avais quand j'étais enfant, c'est je me rappelle ce que j'avais pas quand j'étais enfant. Elle était pas abonnée à des magazines, puis elle avait pas nécessairement les livres pour enfants qu'elle aurait voulu lire. Elle lisait des trucs de ses frères et sœurs, des trucs qui avaient été donnés. À un moment donné, elle m'a raconté qu'elle était abonnée à un magazine comme sur la nature, les animaux, en anglais. Fait que tu sais déjà, ça fait ta langue maternelle. Et il y avait quelques Spirou à la maison, mais elle dit, il était pas dans l'ordre. Fait qu'elle lisait genre 5 pages de Lucky Luke, mais hors contexte. Ouais. Elle dit là, j'ai les ai toutes dans l'ordre. Fait que c'est comme un genre de victoire, tu sais, ou de revenir aussi. Puis c'est ça, hein, on a beau être des adultes, lire une bande dessinée qui est... Ben, puis après ça, Lucky Luke, c'est-tu vraiment destiné à un public jeunesse? Je pense que c'est tous âges, là. Donc, lire quelque chose qui est destiné à un public jeunesse ou destiné à un public tous âges, mais ça peut être un grand plaisir, là. Puis c'est tout aussi valable que de lire Nietzsche pendant tes vacances, là. Tu sais, c'est de la lecture, c'est un moment pour soi, c'est un moment pour profiter de ce... Bien, on a abordé un peu la question du voyage qu'on va aborder. Oui. Plus spécifiquement dans un autre balado. Ouais. Alors, on va pas aller trop loin dans le voyage. On vous a fait comme une porte ouverte vers notre prochain balado qui va parler plus spécifiquement du voyage. Puis pour aujourd'hui, ben, je pense qu'on va se laisser en se parlant de ce qu'on projette de lire cet été. Alors, est-ce que tu as un projet de lecture, toi, pour cet été qui s'en vient? Oui, ben là, tu parlais de nostalgie. Je vais y aller un peu dans la nostalgie. Moi, je suis une grande fan du journal d'Aurélie Laflamme. Ça a vraiment été une lecture qui m'a accompagnée quand j'étais plus jeune, puis même quand j'étais beaucoup plus jeune que le public cible d'Aurélie Laflamme. Je me souviens, le premier tome, je l'ai lu quand j'étais en 3e année du primaire, parce que j'étais rendue là dans mon niveau de lecture. Là, moi, les romans plus pour mon âge à cette époque-là, je trouvais ça trop facile. J'ai rapidement été une grande lectrice. Puis ma cousine lisait Aurélie Laflamme, qui était quelques années plus vieille que moi. Puis quand les Aurélie Laflamme paraissaient, elle les lisait, puis après ça, elle me les prêtait, puis je les lisais de mon côté, puis on dirait qu'Aurélie m'a accompagnée. Ça a été le premier roman de grand, entre guillemets, que j'ai lu. Ça m'a
énormément marqué. Je les ai relus quand j'avais l'âge d'Aurélie aussi, en même temps qu'elle. Donc, quand j'étais en secondaire 3, je lisais le tome où est-ce qu'elle est en secondaire 3. Puis là, cette année, c'est le 20e anniversaire du premier tome. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des rééditions qui étaient parues, puis avec des super belles couvertures. Puis là, ça m'a donné envie de m'y replonger, de redécouvrir Aurélie, qui a tellement été une lecture marquante pour moi. Puis là, je pense que on parlait de lecture réconfortante, je les connais par cœur. Là. Je sais qu'est-ce qui se passe, mais de les relire, puis de replonger là-dedans. Puis c'est ça, Aurélie Laflamme, c'est un personnage de fiction, mais c'est une grande sœur pour moi, puis je pense que je suis pas la seule de ma génération à la voir comme ça, mais j'ai vraiment envie de m'y replonger pendant l'été, ouais. Mais ça, là, il faut que ce soit de très bons livres pour que tu les relises avec le même plaisir. Oui. Parce qu'il y a des lectures, des fois, qu'on se dit « Ah, je vais les relire », puis on est déçus. Ah, ouais. Fait que c'est vraiment un gage de qualité parce que tu les as déjà relus, puis tu veux encore les relire. Ah oui. Donc ça, je pense que vraiment... Moi, je les ai pas lus, les Aurélie Laflamme. Il faudrait que je les lise parce que à l'âge que j'ai, j'étais comme vieille quand c'est sorti, tu sais, j'étais déjà adulte. Fait que, tu sais, à ce moment-là, je travaillais pas encore en littérature jeunesse, donc c'est vraiment tombé dans une période de ma vie où je ne lisais pas de littérature jeunesse. Puis, de fil en aiguille, après ça, je les ai pas lus. Donc, ça devrait m'inspirer de toi et me faire au moins lire un tome. Là, oui, le premier est excellent, il est tout petit, là, ça se lit super bien. Puis Aurélie est drôle, Aurélie est gaffeuse, Aurélie, c'est tout le monde. C'est vraiment le personnage auquel tu t'attaches. Puis India Desjardins, je lirais sa liste d'épicerie. Là. Je l'aime tellement. Là. J'ai l'air une grande fanatique, mais vraiment, si je devais choisir un seul livre que je pourrais lire de tout le reste de ma vie, ce serait Le Journal d'Aurélie Laflamme. Bien, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'India Desjardins, de ce qu'elle a fait après Aurélie Laflamme, autant dans les ouvrages plus documentaires, balado aussi, là, qu'elle a fait, que j'ai suivi. Mais c'est ça, cette série-là, il faudrait que je l'essaye. Puis d'avoir, tu sais, c'était aussi une époque quand Aurélie Laflamme a été publiée. On est à peu près en même temps que la publication de Amos d'Aragon, dont on a déjà parlé. Puis c'était le début des grandes séries au Québec, là, tu sais, des livres en plusieurs tomes. Fait que, tu sais, elle a eu une influence aussi sur la façon d'écrire, la façon de publier au Québec. Puis, on a parlé des chairs de poule, mais lire en série, c'est aussi lire du tome 1 au tome 10 quand tu tombes dedans. Puis, il y en a des lecteurs qui vont faire ça. Ça va être leur été Aurélie Laflamme ou leur été qui tombe dans une série, puis ça va être ça pendant plusieurs tomes. Fait que je pense que c'est absolument à marquer. C'est sûr. Mais je vais me donner le défi de lire un tome cet été. Oui. Et moi, de mon côté, as-tu d'autres... Attends, je t'ai pas demandé, as-tu d'autres objectifs de lecture? Ou déjà, t'as 14 tomes? C'est ça, déjà. Je pense que ça va me prendre une couple de semaines. Mais non, c'est sûr que j'en ai une couple sur ma pile. On dirait que vite de même, là, ça me vient pas, mais... t'es déjà pas pire. Avec tes 14, 15, je sais pas combien de tomes d'Aurélie Laflamme. Sans compter qu'on travaille quand même un peu pendant l'été. Oui, fait qu'on va lire aussi des livres. Les tomes 2, je disais ça tantôt, je vais lire les tomes 2 parce que souvent, pour le travail, mettons, là, je répète encore l'été d'Alex parce que c'est ça que j'ai sous les yeux, je vais lire le premier tome pour le travail, pour pouvoir le présenter et tout. Mais après ça, j'ai pas nécessairement le réflexe d'aller lire le tome 2 parce que je me dis, pas que ça vaudrait plus la peine que j'investisse mon temps à découvrir plus de livres qu'à découvrir des suites. Mais là, justement, on a le temps avant toutes les nouveautés de l'automne qui vont arriver. J'ai le temps d'aller lire les deuxièmes tomes, puis je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir lu les tomes suivants pour pouvoir en parler. Fait que là, je pense que je vais en profiter sur le spectre aussi, au Malin. C'est bon, ça, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'avais adoré le tome 1. Fait que mes lectures de travail, ça sera les suites. Les suites. Excellent. Ça sera la thématique. Moi, je vais te dire un peu ce que j'ai sur la liste de lecture de l'été. Quand on a fait le congrès de la QEFLS cette année, il y avait une table de gélies autochtones. Oui. Puis on a acheté vraiment beaucoup de livres, France et moi. Donc, j'ai acheté plein de romans de Dan Dumont que j'aimerais découvrir. J'en ai jamais lu en entier. J'ai déjà commencé des romans, mais finalement, c'était le travail, puis ça... Mais là, je vais avoir du temps. Fait que je voudrais découvrir Dan Dumont. Puis on a acheté aussi Bad Creed de Jessica Jones chez Alto, qui est un roman qui a l'air vraiment intéressant, qui fait partie de la sélection Agol aussi. Ouais. Fait que ça, c'est une lecture plaisir, mais que je me dis en même temps, ça va me servir pour... C'est un 2 pour 1. 2 pour 1. J'ai un roman de Michel Plomer. J'adore Michel Plomer.
Si vous avez jamais lu de Michel Plomer, je vous dirais commencer avec la trilogie Dragonville. C'est tellement bon ce qu'elle écrit, Michel Plomer. J'en ai lu beaucoup, beaucoup d'elle. J'ai un roman qui m'a été gracieusement offert par les éditions Druide de Métal et d'amour, que j'ai hâte de lire, que j'ai gardé sur ma pile. Puis ça, moi, il y a des lectures comme ça que j'avais interdit de lire. Donc, je les mets sur ma pile, puis je me dis... donc, quand ce sera l'été, ben je l'ai dit tantôt, hein, quand on arrive au 23, là, que l'école est finie, là, j'ai le droit. Fait que lui, là, il est sur le dessus de ma pile de romans interdits parce que j'adore son écriture. Un autre livre que je suis pas encore allée l'acheter, mais c'est sûr que je vais aller l'acheter, ça s'appelle « Touche pas à mon cadavre » d'André Marois. Chez Héliotrope. André Marois, chez Héliotrope, il a écrit le polar Humour noir, La Sainte Paix, que j'avais adoré. Puis là, j'ai vu que Touche pas à mon cadavre, le personnage de Jacqueline qui est dans La Sainte Paix revient. Fait que ça, c'est sûr que je vais lire ça pendant l'été. Là. J'ai tellement aimé ça, La Sainte Paix. Ça aussi, ça fait partie de La Sainte Paix d'Agol. Agol, on lit. Je pourrais te le prêter, je lis La Sainte Paix. Mais Touche pas à mon cadavre, c'est vraiment, vraiment bon. Ben, j'ai vraiment hâte de le lire, en fait, mais La Sainte Paix, c'était vraiment, vraiment bon. Puis, en t'écoutant, la semaine passée, je t'ai accompagnée dans les résidences pour aînés où on fait des présentations. Tu nous as fait la présentation sur les plus beaux jardins du monde. Extraordinaire présentation. Merci. Si vous avez des aînés à Laval, arrangez-vous pour qu'il y ait cette présentation-là dans leur résidence. Tu as parlé d'un roman de Pauline Guil. Pauline Guil, moi, j'ai travaillé beaucoup avec elle dans le temps que je travaillais chez Québec Amérique. On a collaboré, je faisais la production des livres, entre autres, qu'elle écrivait, mais je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre sur Elsie Redfern qui a bâti les jardins de Métis, qui s'appelle Une bourgeoise d'exception. Alors, roman historique, c'est rare que j'ai dit roman historique, mais ça, j'aime tellement les jardins. C'est bon, on disait tantôt là, qu'il y a des livres pour préparer les activités avec les enfants. Mais si vous avez l'occasion d'aller visiter les jardins de Métis, pour vous préparer en tant qu'adulte, ça peut être une bonne lecture d'avoir un certain bagage d'informations parce que c'est tellement fascinant le travail de cette dame-là. En faisant mes recherches, j'en ai appris beaucoup, beaucoup. Ça vaut la peine d'aller la découvrir. Ben oui, moi, ça me rassure parce que je pensais que tu allais dire vous pouvez préparer vos activités. Si vous avez l'intention de faire un meurtre, vous saurez quoi faire avec Touche pas à mon cadavre. Mais c'est pas dans nos intentions. Eh bien, j'espère sincèrement que cette discussion, un peu à bâton rompu qu'on a eue aujourd'hui sur les lectures d'été, aura permis à ceux qui nous écoutent d'avoir envie de lire. Oui, pendant c'est l'été. L'objectif. Vraiment, de prendre un moment pour profiter de ce temps-là pour lire. Merci pour tes suggestions de lecture. Merci à toi. Je te souhaite des bonnes lectures. Ah oui, merci. Du temps pour lire. Enfin. Wouhou! De lire au soleil. Oui, ça, vraiment. Là, ça n'a pas de prix. Chapeau, lunettes fumées, crème solaire. Ben, bonne lecture. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt.